Le sol sous nos pieds regorge de vie. Chaque organisme, aussi petit soit-il, a une mission à y accomplir au sein d'un grand ensemble. La préservation des sols est essentielle pour maintenir toute forme de vie sur notre planète. Et c'est à nous, les humains, de soutenir ce processus, voire de le restaurer. Pour abîmer le sol le moins possible, nous l'avons d'abord recouvert de carton. Ça a très vite fait mourir l'herbe en dessous. On étale ensuite une couche de compost par-dessus. Ensemble, l'herbe morte, le carton et le compost ont créé une source d'alimentation plus que bienvenue pour favoriser la vie du sol. Grâce à cette nourriture, les premiers organismes vivants n'ont pas tardé à apparaître. Au cours de cette première phase, les vers de terre jouent un rôle crucial. En creusant leurs galeries, ils permettent aux racines des plantes de se développer, et leurs excréments servent de nourriture à d'autres espèces encore plus petites. Très vite, les lombrics ont décomposé ce qu'il restait de carton et ils ont mélangé le compost au sol argileux.
Le cycle de la vie est un éternel recommencement. Manger ou être mangé. Nous travaillons ici en respectant les principes de l'agriculture régénératrice. Notre objectif est de restaurer et d'assainir les écosystèmes. Et pour ça, nous pratiquons la culture en bande. Nos champs sont divisés en blocs de 8 bandes, placés côte à côte, et qui mesurent chacune 3 mètres de large. Cette alternance permet d'améliorer la qualité des sols et d'y stocker du CO2. Grâce à cette méthode, nous enrichissons non seulement la biodiversité en surface, mais aussi sous la terre. Quant aux produits récoltés, ils sont plus nutritifs et ont plus de goût. Sur notre exploitation, les vaches nous servent de tondeuses à gazon. En piétinant le sol, elles participent aussi à sa revitalisation. Du coup, pas besoin de désherber les parcelles manuellement. Nous n'avons pas non plus à nous débarrasser des matières organiques. On laisse les vaches faire tout le travail. Non seulement elles en profitent, mais elles produisent aussi du très bon fumier, qui améliore la qualité de la terre. Nous sommes convaincus qu'on ne peut obtenir des plantes saines qu'en ayant un sol sain, avec au final des aliments de qualité et des gens en bonne santé. Et la boucle est bouclée. On rêve d'avoir encore plus d'animaux à la ferme. Et bien sûr, ce serait fantastique de ne plus avoir à faire venir des camions de fumier. On a déjà entamé le processus en laissant certaines parcelles en jachère. De toute manière, je suis persuadé qu'on ne pourra restaurer les sols qu'en travaillant étroitement avec la nature. Pour composter nos déchets, nous avons fabriqué 3 bacs différents. Zo doen? Ja. Deze maar eerst, we dit gewoon eerst richten. We hebben eigenlijk nog een hand nodig, hè? Ja. Dat is wel handig voor. Ja. Dans le premier bac, nous avons mis nos déchets organiques, de la cuisine et du jardin. Dans le second, de la matière sèche. Et dans le troisième, nous avons mélangé les deux pour obtenir un bon compost. On s'intéresse depuis longtemps aux micro-organismes présents dans les engrais, parce qu'ils renforcent considérablement les plantes. Grâce à eux, elles ne poussent pas plus vite, mais elles sont en meilleure santé. Les analyses ADN permettent de mesurer la qualité des sols. Une cinquantaine d'agriculteurs nous ont fourni les échantillons de leurs bonnes et leurs mauvaises terres, parce que chaque exploitation est unique. Parmi eux, il y a des cultivateurs, des éleveurs, des agriculteurs bio, certains qui utilisent de l'engrais et d'autres non.
Bref, l'éventail est très vaste parce qu'on cherche à trouver les liens qui existent entre la qualité des sols et les substances contenues dans les plantes. La terre forme ici une belle structure bien ronde. Les micro-organismes qui s'y trouvent agglomèrent les particules entre elles et ça crée des cavités dans le sol par lesquelles l'air peut pénétrer et l'eau remonter à la surface. C'est un très bon sol, magnifique. Les premières plantes de notre potager ont commencé à fleurir, attirant déjà des papillons et de nombreux insectes. Quant aux lapins, nous les avons laissés gambader sur les plates-bandes pour que leurs excréments nourrissent les organismes présents dans le sol. Peu à peu, la vie s'éveille dans la terre. Les champignons ne sont pas des plantes. Ils sont plus proches des animaux. Les champignons constituent un ensemble d'organismes extrêmement diversifiés, qui couvrent le moindre centimètre carré de notre planète. Ce qu'on voit à la surface, ce n'est qu'une fraction de ce qui se passe sous terre. Les systèmes symbiotiques sont fascinants. Pour vous les représenter, il faut imaginer un gigantesque réseau constitué d'innombrables composantes dont chacune a un rôle à jouer au sein de ce système. Grâce à une technologie de pointe, on arrive à étudier les champignons et leurs échanges en très haute résolution. J'aimerais maintenant vous montrer ce que Loreto a développé ici, dans notre institut. Il s'agit d'un robot utilisant l'imagerie à haute résolution pour cartographier un réseau sous différents angles et dans une qualité exceptionnelle sur une très longue période. Nous avons fini par obtenir des images très détaillées et nous pouvons même isoler telle ou telle caractéristique si nous désirons l'analyser plus en profondeur. Ça ralentit. Ici, en très gros plan, on voit des taches indistinctes. Nos recherches actuelles portent sur les échanges de nutriments entre les racines et les champignons. Nous savons que les racines sont capables de fournir du carbone aux champignons. Les champignons ne sont pas capables d'absorber le carbone par eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ont besoin des racines. Ici, on peut voir dans quelle direction se déplacent les nutriments en fonction de tel ou tel paramètre. Il existe de nombreux types de réseaux fongiques souterrains. On les appelle aussi réseaux mycorhiziens. Ils sont en concurrence les uns avec les autres, tout comme les plantes sont en concurrence à la surface du sol.
Ces réseaux ont ainsi instauré une sorte d'économie de marché, où règne la loi de l'offre et de la demande. Et pour s'adapter à ce système, les champignons ont développé des stratégies absolument incroyables. Par exemple, ils sont capables de se constituer des réserves et de les stocker dans leur réseau jusqu'à ce qu'ils en obtiennent un meilleur prix, et donc un meilleur résultat. Les champignons peuvent aussi détecter quelles plantes se trouvent au soleil et lesquelles se trouvent à l'ombre. Ils peuvent même coloniser la racine d'une plante et la forcer à partager ses nutriments. Les stratégies qu'ils ont développées sont très ingénieuses et leur permettent d'exercer une véritable influence sur ce marché des nutriments. La quantité de carbone stockée grâce au réseau mycorhizien est tout bonnement stupéfiante. Et même si on additionne tout le CO2 capturé par toutes les plantes et les animaux de cette planète, on est très loin de la quantité de carbone accumulée sous terre. 75% de l'ensemble du carbone terrestre est emmagasiné dans ces systèmes souterrains. Et la clé de ce stockage, ce sont bien sûr les champignons, car ils produisent une substance collante qui agglomère les différentes composantes du sol les unes aux autres. À l'heure actuelle, les scientifiques tentent encore de déterminer la quantité exacte de carbone libérée par les plantes dans les réseaux fongiques. Aux dernières nouvelles, les estimations indiquaient qu'environ 5 milliards de tonnes de CO2 étaient stockées chaque année sous terre grâce aux champignons, ce qui est énorme. Le début du mois d'octobre marque la fin de notre première saison de production. L'occasion d'organiser une petite fête des récoltes et de profiter pleinement du fruit de notre travail. Ils sont magnifiques. Et maintenant, on fait quoi? On continue la récolte. J'en sors un pour voir le résultat? Car la partie supérieure était totalement enfoncée dans la couche de compost. On voit que la plante s'est très bien développée en pénétrant dans le sol. Il vaut mieux laisser les racines faire leur travail et attendre encore un peu avant de les récolter. Regarde ça. Ils sont bizarres, ces panais. Bon, on savait qu'il faudrait attendre plusieurs années avant que le sol se ramollisse. Qu'est-ce qu'on fait? On les ramène quand même? Hey! Kijk dan. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, Sébastien? Alors on va commencer par une soupe que j'ai faite avec tous les légumes du jardin. Il y a 2 types de potirons différents, des courgettes, des aubergines, du céleri rave, des pommes de terre, des oignons et de l'ail. Aucun ingrédient n'a été acheté au supermarché. Pareil pour la salade. Tout vient du jardin. Et je vous ai aussi préparé un carpaccio de betterave avec une sauce au miel et à la moutarde. On commence par trinquer, non? Bien sûr. Is die kast nog heel? Ja, fijn dat jullie daar nog zijn. Goed, hè? Le tas de compost s'est réduit comme peau de chagrin.
Les parcelles fraîchement récoltées seront bientôt à nouveau ensemencées. Et cette fois, pas pour notre propre production, mais pour dynamiser la vie du sol. Certaines de ces plantes possèdent des racines qui pénètrent profondément dans le sol argileux et favorisent ainsi son ameublissement. Ça et là, des nodules bactériens vont se former sur ces racines et transformer l'azote en une substance assimilable par les espèces végétales. En contrepartie, les bactéries bénéficieront des nutriments de la plante. Et tout le monde sortira gagnant de cet échange. Au printemps, la terre se réchauffe à nouveau et permet au sol de reprendre vie. C'est le moment de fertiliser notre jardin. Ça sent très bon. Il y a même une petite odeur d'agrumes. Je vous assure que c'est un sentiment vraiment agréable. Laissez la terre se nourrir toute seule. Ja, met zichzelf. Sous terre, le processus est le même que dans notre bac à compost. Les animaux les plus gros, comme les lombrics, les cloportes et les escargots, ne vont pas tarder à décomposer les restes de plantes. Et tout comme dans notre intestin, ces particules seront transformées en nutriments par une multitude de micro-organismes qui constituent la base de toute forme de vie.
À l'arrivée des beaux jours, on voit le résultat de ce balai où l'on se mange et où l'on est mangé. Les animaux du jardin se sont reproduits. Pour certains, la tâche a été relativement aisée. C'est le cas des vers de terre, des organismes hermaphrodites capables de féconder leurs propres œufs et aussi ceux de leurs partenaires. Les arbres et les plantes qui poussent dans cette forêt sont tous liés à des micro-champignons, qui eux-mêmes forment un immense réseau. Et nous pensons que ces champignons jouent un rôle essentiel pour toutes les plantes du sous-bois. Certaines espèces végétales, comme les fougères ou les petits arbustes, manquent de lumière parce que les plus grands arbres leur font de l'ombre. D'après nos recherches, ces plantes pourraient compenser le manque de lumière en absorbant le carbone des champignons mycorhiziens. Et ce CO2 est lui-même présent dans ce vaste réseau souterrain grâce aux grands arbres. Tous les organismes de cette forêt sont en concurrence pour trouver de la nourriture. Oui, ça se voit aux ramifications qui sont toutes blanches. On est en train de prélever les racines de ces plantes. Pour chaque échantillon, on note avec précision son lieu de provenance. Grâce à des analyses ADN, on pourra ensuite identifier chaque champignon présent sur ces racines. Sans les champignons, il n'y aurait pas de forêt ici. Les plantes seraient même incapables de se développer. Les champignons sont essentiels à la survie des arbres. Ils leur permettent non seulement d'absorber les nutriments, mais les maintiennent également en bonne santé. Ce phénomène est comparable au microbiote de l'organisme humain. Les champignons jouent donc un rôle extrêmement important pour la vitalité de cette forêt et son écosystème. So this is also big enough, right? Yeah, it's big enough. And are you also going to do the isotopes on these leaves? For the root tips, I don't think so, but for the leaves in Oh, its right, claws. yeah.
On connaît encore mal le fonctionnement des réseaux mycorhiziens, mais on sait qu'ils sont très sensibles aux perturbations. Grâce aux champignons, les plantes sont capables d'absorber l'azote du sol. Mais quand l'azote est présent en trop grande quantité, les champignons ne sont plus d'aucune utilité aux plantes. C'est quelque chose qu'on a constaté sur les exploitations agricoles, où on ne retrouve aucun champignon mycorhizien. La quantité d'azote dans le sol est telle que les plantes peuvent se développer sans les champignons. Mais ils sont très importants pour la santé des espèces végétales, car ils les rendent moins vulnérables aux maladies. Ça pourrait expliquer la raréfaction de certaines plantes forestières, comme la parisette à 4 feuilles ou l'anémone des bois. L'apport d'azote dans le sol entraîne la disparition des champignons mycorhiziens, et donc des plantes sauvages. Il fait vraiment chaud. C'est un épisode caniculaire anormal aux Pays-Bas en cette saison. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Les villes deviennent de plus en plus chaudes et la terre se réchauffe. Il faut donc qu'on comprenne comment l'environnement s'adapte à ces conditions. En ville aussi, on trouve des champignons mycorhiziens. En aidant les plantes à se développer, les réseaux fongiques rafraîchissent naturellement les zones urbaines. Nous voulons comprendre quels champignons poussent en ville et comment les protéger. Quelle heure est-il? À Utrecht, environ 300 arrêts de bus sont équipés d'un toit végétalisé. Ces surfaces vivantes agissent comme des îlots pour les champignons. Pour se reproduire, ces organismes se propagent en effet par le biais de minuscules spores. Elles sont invisibles à l'œil nu, mais elles sont présentes partout autour de nous. Et elles ont besoin de pouvoir se déposer quelque part. Malheureusement, il y a beaucoup trop de béton dans nos villes. On parcourt toute la ville pour analyser la biodiversité obtenue grâce aux champignons des toits végétalisés. D'abord, on renseigne les coordonnées GPS de chaque arrêt de bus pour déterminer son emplacement exact. Ensuite, on prélève soigneusement des échantillons du toit pour extraire l'ADN des champignons. Ça nous fournira par la suite une sorte d'empreinte digitale unique pour chacun d'eux. Et grâce à ces données, on saura mieux quels sont les champignons les plus utiles pour l'environnement. Comme tous les organismes vivants sur cette planète, les champignons sont soumis à la loi de l'évolution. Et il est fort probable qu'ils se développent différemment en ville, en forêt, ou encore dans la jungle ou dans une prairie. Notre objectif est de mieux comprendre comment les champignons évoluent dans les zones urbaines. Est-ce qu'ils sont plus résistants à la sécheresse? Est-ce qu'ils s'accommodent mieux des températures élevées? Et surtout, est-ce qu'ils protègent les plantes de la pollution? Si on se concentre sur les arrêts de bus, c'est parce que leurs toits ont tous été végétalisés au même moment et avec exactement la même variété de plantes. Notre étude nous permettra ainsi de comparer le développement des mêmes espèces végétales, mais dans différents quartiers. Ce qui est vraiment passionnant dans ce projet, c'est qu'on va aussi réaliser une maquette 3D d'Utrecht, en incluant tous les bâtiments de la ville et en respectant leurs proportions exactes. Comme ça, on pourra modéliser avec précision la manière dont les spores se propagent. Et on sera aussi plus à même d'analyser comment les spores se dispersent sur les 300 arrêts de bus de la ville. Mais ces échantillons prélevés à Utrecht font partie d'un projet bien plus vaste. Notre but est de mieux comprendre le rôle des réseaux mycorhiziens pour la biodiversité sur toute la planète. Les scientifiques ont déjà cartographié les océans et répertorié les espèces végétales du monde entier. Malheureusement, on ne dispose pas encore d'une cartographie des sols. Et au vu des bouleversements mondiaux dus à la déforestation et à l'expansion de l'agriculture, ça devient vraiment urgent.
On a tendance à considérer notre monde uniquement d'un point de vue visuel. Mais le sol doit être appréhendé avec nos 5 sens. Lors de notre dernière expédition, on a collaboré avec un spécialiste du son pour documenter les bruits des sols. Et figurez-vous qu'ils produisent des sons extrêmement variés. There's so much happening in there. And then it's like a stomach, isn't it? Oh my God. En utilisant tous nos sens, c'est comme si on faisait passer le sol au premier plan. Et en opérant ce décentrage mental, le monde paraît complètement différent. Plus on passe de temps dans la nature, plus on se rend compte que rien ne se perd. Dans un processus de transformation permanent, la mort constitue même la base de toute forme de vie. Les protozoaires et les bactéries sont les plus petits organismes vivant sur notre planète. Les protozoaires sont des chasseurs unicellulaires qui se nourrissent de bactéries et qui maintiennent ainsi l'équilibre de l'écosystème des sols. Grâce à leurs déchets, ils mettent à disposition de l'azote et des nutriments pour les plantes. Plus il y a de protozoaires dans le sol, plus les espèces végétales pourront se développer en bonne santé. Il pleut. Ça faisait un bail. C'est magnifique. Je suis curieux de connaître tes résultats. Ne t'inquiète pas. Ils sont très bons et dépassent mes espérances. Ce que tu vois ici, c'est un mauvais sol. On y trouve environ 2000 espèces de protozoaires dispersées un peu partout. Dans les bons sols, il y en a beaucoup plus. Là, j'en ai dénombré 4135 pour être précis. Quand on pratique la culture en bande, comme toi, on peut même dépasser les 9000 espèces différentes de protozoaires. Ton sol est donc beaucoup plus riche, plus diversifié, et tes récoltes sont meilleures.
J'imagine que l'an dernier, tu n'as pas dû avoir beaucoup de problèmes. Non, on a eu de bons rendements et pratiquement aucune maladie. Regarde, on peut même observer le sol de plus près. En tout cas, la priorité, c'est de ne pas enlever les feuilles qui tombent par terre, parce qu'elles nourrissent le sol et participent à sa diversité. Ça permet d'éviter les problèmes et même d'avoir recours aux pesticides. Et en faisant ça, les sols sont aussi de meilleure qualité. Dans notre petit jardin, nous cultivons nos aliments en étroite collaboration avec le vivant. Mais est-ce aussi possible à grande échelle ? Ces dernières années, la recherche de nouvelles méthodes de culture a poussé les agriculteurs à innover. C'est comme si on nageait dans un océan de betteraves. Je n'aurais pas dû me faire les ongles, je le savais. Je suis venu voir comment vous vous débrouillez. Mais vous faites ça très bien. Merci. Il y a pas mal de morgelines par ici. Oui, il y en a beaucoup. Tu as d'autres mauvaises herbes qui te posent problème? Oui, le panique des marais. Ah, je vois. Et les euphorbes aussi. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour la culture en bande? C'était une façon d'aller vers l'agriculture régénératrice. En augmentant la quantité de matières organiques, on capture davantage de dioxyde de carbone dans les sols. Prenons cette betterave par exemple. Elle contient elle aussi du CO2. Le carbone a été capturé dans la betterave. C'est ça. Et on va en laisser une partie dans le champ pour nourrir la terre. Ça, c'est pour la structure des sols. Et pour le travail du sol, comment vous vous y prenez? Vous utilisez des techniques de labour particulières? Je vais vous montrer. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille le sol sans le détruire. C'est-à-dire qu'on laboure de manière non invasive, sans retourner le sol. On utilise une herse particulière, qui ne déplace qu'une toute petite couche de terre, ce qui est suffisant pour les semences. Et tout ce qui est en dessous reste intact. Et le sol peut conserver sa structure. Oui. Parce que vous laissez la terre en paix. Et les champignons aussi. À l'exception d'une fine couche de terre, l'ensemble du réseau souterrain est préservé. Oui. C'est comme si on était des gardiens du sol. On ne le fait pas juste pour nous. La terre est ainsi protégée pour les 10 à 30 années à venir. Donc les générations futures en profiteront. Un petit bout de terre où on pourra continuer à vivre sainement. C'est à nouveau le mois d'octobre. Notre jardin fête aujourd'hui ses 2 ans et son sol se développe toujours à merveille. En surface aussi, nos efforts portent leurs fruits. Is er verder nog iets wat we kunnen juicen? Nous sommes frappés de constater que les micro-organismes du sol correspondent à ceux qui sont présents dans notre intestin. Un sol sain donne des personnes en bonne santé. Voilà une bonne raison de se nourrir directement des fruits et des légumes qu'il nous donne. Druif, braam, vlierbes.
Que retenir de ces 2 années de collaboration avec le sol? Eh bien que ce n'est pas si difficile que ça. Il faut apprendre à lâcher prise. Puis vient le moment où on peut faire confiance au sol vivant. Het is meer dan een kijktaart, hè? We kunnen het ook opeten. Ja, laat het nog vele keren volgen. Ja. Wij denken voor ons allemaal dankbaarheid, hè? Wauw. Ja. Zo prachtig. En ja, het moet allemaal uit de grond komen, dat we er wel samen kunnen zijn. Supergoed. Zal ik drank serveren? Ja.